Bonjour, chers amis, je vous accueille dans le numéro, ça monte, vous voyez, 122 de nos webinars que je consacre aujourd'hui à un sujet qui est relativement peu traité, surtout depuis quelques années, ce qu'on appelle les IBN, donc Intent Based Network, les réseaux qui sont administrés, gérés par des intentions de comportement et non pas en réaction, on va dire, à des événements qui se produisent dedans. Évidemment, on aura donc de l'intelligence artificielle là-dedans, parce que de toute façon, s'il n'y en a pas, ça ne peut pas marcher. C'est bien connu maintenant. Voilà, donc c'est un sujet qui est un sujet un peu particulier. Je vais vous dire pourquoi. Parce que d'habitude, on fait un petit peu l'apologie, on présente des technologies qui paraissent sympathiques et utiles, disons, pour le futur. Celle-ci, je n'y crois pas. Je n'y crois pas et je m'en expliquerai donc tout au long donc, de ce webinaire en espérant à la fin que j'aurai suscité suffisamment d'inquiétude chez vous pour ne pas s'embarquer dans ce qui, à mon sens, est une erreur stratégique, sauf si vous êtes une très grande entreprise et que vous avez des moyens pour maîtriser le cheval fou que constitue un algorithme d'intelligence artificielle appliqué au réseau. Bon, donc nous allons donc parler de tout ça. Je vais donc démarrer tout de suite. Euh, le sommaire qu'on va suivre donc est le suivant. Donc d'abord c'est une évolution logicielle, hein, les services on va dire de réseau, de gestion de réseau, parce que aujourd'hui je m'adresse plutôt à deux catégories de personnes. D'une part au management, dont je trouve qu'il se laisse un peu trop mener en bateau par des fournisseurs qui veulent absolument, disons, imposer leur technologie, et également aux équipes de production. Équipes de production, c'est-à-dire les opérateurs, car contrairement à ce que l'on croit, il y a toujours des sales machines, et il y a toujours, même avec le cloud, hein, l'info-nuage, et on a toujours des ressources à mettre en œuvre, à gérer et à administrer. Ça, ça n'a pas changé, sauf que dans l'esprit, disons, de certains managers, eh bien, tout est bon pour réduire cette catégorie de personnes qui coûtent cher et dont on ne voit pas tout à fait l'intérêt. Bien, moi, je pense que c'est pas vrai. Et que c'est une attitude qui, à mon avis, est pas bonne, négative, et c'est en tout cas refuser le paysage réel de ce que sont donc les centres de calcul de données d'aujourd'hui. Comment en est-on arrivé donc au mode IBM, en passant par le SDN que j'évoquerai un peu plus loin. Globalement, donc, si vous voulez, il y a eu plusieurs étapes que je vais donc un petit peu relever, parmi lesquelles il y aura eu également le SDN et le SD-WAN. C'est pas tout à fait la même chose. Je verrai donc, je vais donner un petit peu donc la différence. Mais donc, ce sont des outils plus ou moins centralisés qui permettent normalement de mieux gérer et de mieux surtout réagir aux événements qui peuvent se produire chez les utilisateurs au niveau physique sur le réseau, avec des liaisons qui peuvent tomber en panne, ou tout au moins dont la bande passante peut se réduire. On ne peut pas aborder le SDN et puis l'IBN sans expliquer la différence qu'il y a entre le northbound et le southbound, et non pas band comme c'est marqué ici. Donc ce sont deux natures, on va dire, d'impératifs, avec le NBI, donc le Nord, qui concerne, si vous voulez, les intentions. J'expliquerai ça en détail. Et par contre, la partie Sud, elle concerne vraiment les équipements réseau physiques. On va regarder la différence qu'il y a donc entre SDN et IBN, sachant que les réseaux dits IBN, donc basés sur des intentions, eh bien, sont fondés sur une architecture SDN, mais à qui ils donnent, on va dire, une composante supplémentaire, qui est donc celle de l'intelligence artificielle. Alors, dès que l'on parle d'administration de réseau, on ne peut pas échapper, disons, à l'envie de programmer tout ça. Et depuis des années, il y a des solutions que nous proposent des organismes de normalisation, je pense entre autres à l'IETF, et qui normalement devraient nous permettre, disons,
de programmer tout ça, aussi bien les intentions que le comportement donc SDN. Ça, par contre, ça marche assez bien. Vous voyez, donc tout ça. Mais dans la pratique, en tout cas pour les IBN, c'est pas un succès absolu. Alors, on a l'exemple de Nemo, qui est donc une offre qui était disons, une architecture logicielle de programmation proposée par l'IETF. Et puis, vous verrez, je vous présenterai une autre solution qui n'est pas très connue non plus, mais qui montre un peu que l'on se cherche dans ce domaine. Bon, donc on parlera donc du codage, bien entendu. On évoquera donc les avantages et les inconvénients du mode IVN. Quels sont les acteurs donc du domaine et est-ce qu'il faut investir sur ce sujet? Je crois que non, et je m'en expliquerai. Alors, du point de vue maintenant du marché, comme je le fais régulièrement, hein, le marché des IBN était évalué pour 2022 à 800 millions de dollars. Hein. C'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais ça devrait passer, on va dire, à 27 milliards de dollars donc en 2035. Je pense que Markets, qui est donc l'organisme, on va dire, d'observation statistique dans ce domaine, ou ailleurs d'ailleurs, hein, à mon avis, est un peu trop optimiste. Parce que je pense que ça ne sera pas aussi bon qu'on peut l'imaginer. Alors, comment on est donc arrivé donc au mode IBN. Alors, j'ai ici représenté cinq niveaux hein, d'intervention. Donc, j'insiste bien sur le fait qu'on parle d'administration des réseaux, aussi bien des réseaux locaux que des réseaux WAN étendus, logiciels ou pas. On parle de tout ça. Alors, il y a un certain nombre d'années, on avait donc des systèmes manuels. Alors là, c'était très agréable. Il fallait donc, dès qu'il y avait un problème, intervenir physiquement, hein, parfois d'ailleurs in situ, c'est-à-dire avec le routeur ou le switch qui était en panne, hein, quelque part. Donc il fallait faire des choses d'une manière extrêmement physique. Ensuite, on a eu un mode, on va dire, semi-automatisé où certaines de ces interventions qu'on faisait donc d'une manière manuelle auparavant, eh bien, on a pu les représenter par des scripts. Un petit peu comme des JCL de grosses machines. Hein. Simplement, c'est un certain nombre d'instructions, bon, des scripts, mais qui étaient dédiés à un équipement bien particulier. Si par exemple j'avais la table de routage d'un routeur quelque part qui était parti dans on ne sait pas trop où, eh bien j'avais des scripts qui permettaient donc on va dire, de la régénérer sans être obligé d'aller sur le routeur en question, de m'asseoir devant, d'entrer dedans et pas nécessairement d'ailleurs avec une interface web, donc avec des moyens qui étaient différents selon les équipements, donc c'était vraiment quelque chose d'épouvantable. Ensuite, on est passé donc au mode SDN sur lequel je vais donc insister lourdement, parce que ça, par contre, c'est une réalité. Autant je ne crois pas à la couche intelligence artificielle dessus, autant, on va dire, la perception logicielle et la programmation des réseaux que l'on peut faire grâce à des systèmes SDN, ça par contre, ça me paraît beaucoup plus intéressant. Et puis, on a eu une extension de ce mode SDN pour l'ensemble des ressources que l'on peut trouver dans un centre de données. Alors, normalement, SDN s'intéresse surtout aux équipements actifs de réseau, les antennes, les routeurs, les switches, etc. Mais la perception que l'on a du centre de calcul maintenant, elle est totalement logicielle. C'est-à-dire que les armoires de stockage, ça devient quelque chose de logiciel. Donc il y a eu une extension, on va dire, de cette perception du réseau SDN hein, vers un système plus complet. Plus complet, donc, on va dire, au niveau d'un data center. Tout ça pour arriver à quoi? Eh bien, pour arriver, donc, au fameux IBN, Intent Based Network. Et donc, qui normalement permettrait de nous libérer de toute contrainte. Mais là, je vous dis, je n'y crois pas du tout. Et je répète, hein, pour une manière d'insister, hein, c'est que contrairement à ce que l'on croit, il y a encore beaucoup de centres de calcul, de data centers si vous voulez, ou de centres de données. Il y en a encore énormément. Alors, on ne les voit pas nécessairement. L'administration peut se faire éventuellement à distance, mais ça existe toujours. Et, chers amis,
Vous seriez étonné, j'ai déjà dit ça, vous seriez étonné de voir qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui s'occupent du déliassage des imprimantes, encore avec des vieilles imprimantes qui ne sont pas toutes à laser, hein, et donc du déliassage et qui sont responsables d'acheminer on va dire, les éditions papier aux bons utilisateurs. On n'est pas du tout dans ce nirvana extraordinaire qu'on nous décrit. Il y a encore beaucoup d'endroits hein, où c'est pas du tout donc à ce niveau. Bien. Alors, c'est vrai que globalement, quand on regarde, on va dire les réseaux, ce que j'appelle les réseaux étendus, hein, c'est-à-dire non seulement les réseaux locaux, donc les LAN, mais également les liaisons avec les opérateurs, l'ensemble du réseau installé pour, on va dire, pour un client. Euh, on avait un problème qui était majeur. Ce problème, c'était quoi? C'était l'arrivée de nouveaux besoins avec la mobilité. Comment faire pour traiter la mobilité? Les IoT, les capteurs, ces petites bêtes, là, comment on fait pour faire remonter leurs informations? Et en plus, avec des architectures qui sont souvent décentralisées, ce qu'on appelle donc des architectures edge. Bon, le capteur, des nouvelles manières de travailler. Disons, les gens de la salle machine veulent pouvoir fonctionner en télétravail, etc. Et c'est vrai que les modèles précédents, disons d'administration et de gestion, n'étaient pas adaptés. N'étaient pas adaptés, donc il fallait donc trouver autre chose. Bon, alors la grande question, si vous voulez, que l'on doit poser aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que d'abord, si on peut faire confiance dans ces évolutions technologiques, j'ai un peu répondu, hein, en parlant donc d'intelligence artificielle, est-ce qu'il faut aller vers des solutions propriétaires, car c'est quand même le cas maintenant, ou alors vers des solutions plus ouvertes, et on voit bien que les solutions de type Nemo de l'IETF n'ont aucun succès. Donc on est encore dans un monde extrêmement propriétaire, et ça, vous savez comme moi que ce n'est pas c'est pas une bonne idée pour le futur, hein, parce que chacun tire la couverture à lui, et finalement on a des systèmes qui sont plus ou moins incompatibles, et donc qu'est-ce qu'il y a le problème aujourd'hui? Eh bien c'est nous. Eh bien cette extension, on va dire, du WAN, hein, vers un système plus complet. Et bon, maintenant, on fait en sorte de les gérer par logiciel. Et vous avez donc un standard qui existe aujourd'hui, là au moins il y en a un, hein, ça s'appelle OpenFlow, qui est absolument incontestable. La grande idée donc du WAN, de ce réseau donc, dont nous disposons, eh bien, c'est de pouvoir placer sur tous les équipements actifs des contrôleurs. Alors, le mot contrôleur va revenir plusieurs fois donc, lors de ma présentation, parce qu'en fait, IBN, c'est une couche de contrôle située entre deux niveaux d'interface, le nord et le sud, avec de l'intelligence artificielle. Mais déjà, là, il faut donc avoir des contrôleurs qui soient capables de répondre à des sollicitations. Parce que si vous voulez gérer tout ça de manière centralisée et à distance, s'ils ne répondent pas correctement, c'est pas possible. Il faut donc, et c'est pour ça que OpenFlow est extrêmement intéressant, et donc il faut donc que chacun de ces équipements actifs soit doté à travers, par exemple, un noyau système d'exploitation, eh bien, soit doté donc d'un contrôleur qui permet donc de répondre. Et déjà, donc, avec ce fameux WAN, l'idée qui sera ensuite véhiculée par les SDN et par les IBN, ça va donc être de découpler, on va dire, le contrôle physique du réseau hein, du reste de nos préoccupations. Bon, avant c'était pas possible, donc on commence à le faire. L'ennui qu'il y avait, alors déjà avant c'était pas facile, mais alors là aussi c'était pareil. Étant donné que finalement chaque, on va dire équipement actif, hein, routeur, switch, etc., devait être doté d'un contrôleur, eh bien, on est quand même tombé dans un monde, encore une fois, très propriétaire, avec des compétences nécessaires multiples, des certifications multiples aussi. Il fallait être certifié Cisco, HP, Avaya, etc. Donc, ça, c'est pas facile à gérer tout ça. Hein. Beaucoup de compétences. Et on s'est rendu compte que, d'abord, il y avait encore des incidents, hein, des incidents qui nécessitaient donc des compétences qui, comme par hasard, n'étaient pas disponibles en vacances, en télétravail, mais il ne répond pas. Bon, voilà. Donc, et puis je vous dis, en même temps, le management a fait une erreur colossale qui a été de se désintéresser des équipes réseau et des équipes de production en général.
comme si c'était des sous-informaticiens. Mais ça n'a aucun sens. Enfin, il faut quand même avoir vécu ce qu'est la vie d'un TI pour savoir qu'on dépend largement de la compétence et, on va dire, de la réactivité des équipes de production, qu'il faut toujours d'ailleurs associer à nos travaux. Et il y a une méthode que personnellement j'apprécie beaucoup, qui est la méthode Scrum en agilité, et bien, qui recommande, lorsqu'on fait des réunions quotidiennes, vous savez, ce qu'on appelle le stand-up meeting, eh bien, on invite la production. On l'invite. Vous voyez, et donc elle fait partie, tout le monde est concerné. Et si vous faites un beau programme et puis que finalement le dossier de mise en production n'est pas bon parce que vous méprisez l'équipe de production, ben ça ne marchera pas. Voilà. Eh bien, on a fait une erreur, à mon sens, colossale de faire on va dire, on a mis des barrières entre la production et même le développement et le reste du TI. D'ailleurs, personnellement, moi j'ai toujours eu, alors pas en ce moment, mais précédemment, ce que je faisais, c'est que je prenais des développeurs, je les mettais dans l'équipe de production. Voilà. Pour leur montrer ce que c'est qu'un script de mise en production, ce que c'est qu'une machine, ce que c'est qu'une température qui monte d'une manière anormale. Enfin voilà, ils y allaient. Et de la même manière, je prenais des gens de la production et je les mettais au développement. Parce que on me fera pas croire que développer un code pour la production sur les réseaux, par exemple, eh bien, c'est moins compliqué que de travailler en PHP, en JavaScript ou avec un autre langage. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc vous prenez les personnes, vous les mélangez, ce qui fait qu'après c'est quand même beaucoup plus facile. Chacun donc ne tire pas la couverture à lui et donc participe à un travail qui est un travail donc d'équipe. Alors ce qu'on appelle donc des choses qu'il faut vraiment savoir, Northbound et Southbound. Donc ce sont en fait il y a trois niveaux. Vous avez le niveau nord qui est représenté ici, c'est quoi? Eh bien ce sont les applications, ce sont les utilisateurs, mais ce sont aussi les stratégies. Par exemple, la stratégie de pare-feu en matière de sécurité. Ça peut être aussi la stratégie de répartition de charges, le load balancing. Ça peut être l'orchestration entre plusieurs serveurs. Mais ce n'est pas le serveur en lui-même, mais c'est l'orchestration, la stratégie d'orchestration. Et puis ça peut être aussi la comptabilité des ressources, c'est-à-dire je dois refacturer à mes clients le travail que j'accomplis, donc il me faut ça. On est au niveau le plus élevé. Et donc on dit on est au NBI, donc le niveau Northbound. Bien. Et ensuite vous avez le Sud. Alors là, c'est quoi? Ben, le Sud, c'est tout ce qui est matériel. Là, vous trouvez donc les antennes Wi-Fi, Wi-Fi, vous avez les routes, les switches Ethernet, vous avez voilà, vous avez tout ça, tout ce qui est équipement. Et donc vous avez là. Donc ce sont deux interfaces différentes. Et entre les deux, on va voir apparaître donc un niveau intermédiaire qui est un contrôleur. Alors vous avez un contrôleur SDN. Et puis vous avez un contrôleur IBN qui, lui, c'est du SDN plus de l'intelligence artificielle. Mais ces systèmes-là sont construits comme ça. Vous voyez, et un langage comme Nemo, eh bien, il s'adresse à la partie nord et pas à la partie sud. Donc voilà, c'est quelque chose quand même d'assez particulier. Il suffit simplement d'avoir ça en tête, donc une fois pour toutes. Bon. Alors, les réseaux modernes, donc le premier virage que l'on a vu donc apparaître, ça a été donc celui de SDN. L'architecture SDN pour Software Defined Network, en fait, c'est un peu l'aboutissement d'une transformation radicale que j'évoquais il y a un instant, donc avec les WAN, et on va dire la logicialisation donc des WAN. Bon, et donc on voulait éviter d'intervenir donc physiquement. Donc alors le SDN, ça contribuerait aujourd'hui à un concept qui est plus global, qui est celui de l'hyperconvergence. L'hyperconvergence, vous savez, c'est lorsqu'on fournit à un client non pas des ressources, mais un ensemble de ressources homogènes. L'ensemble, on va dire, de l'offre étant assuré, disons l'homogénéité étant assurée par le fournisseur et pas par nous. Alors, dans la version d'aujourd'hui, encore une fois, je vous rappelle que IBM est fondée sur une architecture SDN. Alors, on va trouver des fonctions logicielles donc, qui permettront d'interagir donc, avec le réseau. Par exemple, on va pouvoir intervenir sur la segmentation du réseau.
sur la répartition de charges qu'on évoquait à l'instant, sur des fonctions donc, de sécurité, et puis donc sur la facturation donc, des ressources consommées. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les briques SDN qu'on nous propose, je trouve qu'elles manquent parfois d'homogénéité et surtout de simplicité d'usage. Alors vous avez souvent un mode CLI, donc le mode commande, mais alors des fois c'est d'une complication épouvantable. Et si vous n'êtes pas prix Nobel sur les réseaux, on a quelques difficultés pour s'y retrouver. Hein. Bon. Et donc c'est un petit peu compliqué. Donc si vous voulez, on est, on va dire, un peu frustré, même si c'est quand même ce qui marche le mieux encore aujourd'hui. Bon. L'étape suivante, ça va donc consister à regrouper toutes ces interfaces d'administration, on va dire dans une interface unique, hein, le SDN, hein, et ce qui sera avec, si vous rajoutez donc une composante d'intelligence artificielle, ce sera par exemple ce que proposera donc Cisco avec son DNS, le centre DNA ou le DNS Center. C'est une sorte de, on va dire, de centrale de commandement. Alors, c'est ça qu'il faut bien voir. Hein. Bien voir quand on est passé d'intervention physique et manuelle un WAN qui a commencé donc, on va dire, à se logicialiser. On est passé à un SDN, qui est donc le regroupement de fonctions d'intervention avec une interface logicielle sur la partie réseau, mais quand même très marqué par les événements réseau. Ce n'est pas l'intention de l'utilisateur ou du responsable du TI qui va dire je veux que telle liaison qui relie tel utilisateur avec tel serveur ne descende pas en dessous de 100 mégas. Ça, c'est une intention que l'on pourra traduire après, on va dire en action qu'on va envoyer sur le réseau. Mais ce n'est pas la même chose. SDN est donc bien concerné, pardonnez-moi, est bien concerné par des événements réseau et non pas par des intentions utilisateurs. Et je vous ai mis ici sur la partie droite, donc la distinction qu'il faut faire à mon sens entre SDN et SD-WAN. Alors un peu tendance, si vous voulez, un peu à les confondre, hein, mais c'est vrai qu'ils ont quand même des similitudes. Alors moi je dirais que les différences sont plutôt dans l'usage. Hein. SDN, ça répond plutôt à des besoins de mise en réseau tels que les LAN, mais également les réseaux opérateurs, alors que le SD-WAN, il est plutôt utilisé pour connecter donc des emplacements distribués géographiquement. Mais bon, je ne vais pas non plus, si quelqu'un me dit que c'est pas vrai, je ne vais pas lui faire un procès pour autant. Hein. Bon, voilà, donc les deux d'ailleurs, SDN donc, et SD-WAN, pouvant être virtualisés pour implémenter donc des fonctions de réseau virtuel. Ce qui ne veut pas dire attention, ce qui ne veut pas dire intelligente. Je ne parle pas de ça, pas la même chose. Bon. Alors voilà la première étape, bon, je passe vite là-dessus. Hein. Le besoin donc était très clair avec le SDN, augmenter la capacité effective des réseaux, améliorer donc la bande passante utile, parce que c'est pas la peine d'avoir du 1 giga si vous n'utilisez que 10 kilobits. Hein. Bon. Donc améliorer la bande passante utile telle qu'elle est véritablement exploitée, le nombre de dispositifs clients à prendre en charge, alors maintenant il en faut énormément, hein. Une même personne pouvant être équipée d'un téléphone, d'une tablette, d'un ordinateur, et puis je ne sais trop quoi, et puis il y a les IoT bien entendu, hein. Réduire les erreurs humaines donc, de gestion. On essaye, si vous voulez, de réduire au maximum donc les interventions humaines. D'ailleurs, ça me permet de faire une petite parenthèse, et on y reviendra d'ailleurs dans quelques temps. J'entends souvent que il faut quand même toujours qu'il y ait une présence humaine dans l'administration en général. Moi, je donnerai deux exemples. Les avions. Un avion piloté par un algorithme, j'aurais confiance 1000 fois plus en lui qu'en une personne. Et la preuve, on l'avait déjà évoqué, c'est que 80% à peu près donc, des vraies catastrophes, ça a été des erreurs humaines. Bien, ça c'est une première chose. Dans le domaine de la santé, j'ai aussi beaucoup plus confiance dans un robot avec un algorithme dedans, à condition qu'il ait été bien testé, évidemment, qui va me faire une microchirurgie de l'œil au niveau du micron, plutôt qu'en une personne qui est peut-être pense à autre chose. Je crois qu'il ne faut pas avoir trop peur de ça.
Et donc, c'est peut-être probablement que les pères fondateurs, on va dire, de la technologie IBM se sont peut-être dit, bah oui, ben voilà, il suffit de mettre de l'intelligence artificielle sur le SDN, et alors là, c'est formidable, on a une administration centralisée, et en plus, c'est intelligent. Ouais, sauf que là, ça, vous verrez que c'est pas aussi évident que ça. Donc SDN, ça a été donc la première possibilité vraiment majeure de rendre les réseaux donc programmables avec les équipements actifs. Alors les switches, les routeurs, les points d'accès sans fil, tels qu'on les a évoqués. Bon. Et donc, et ce qu'il faut voir, c'est que tous les équipements actifs ne sont pas d'ailleurs compatibles avec ça. Il fallait qu'ils puissent répondre. Alors peut-être que la bonne partie d'ailleurs des systèmes standards n'étaient pas conformes, ne répondaient pas correctement donc à une administration SDN, un petit peu comme on l'évoquait, donc avec les WAN, avec les architectures WAN. Bon, mais en tout cas, ça s'est quand même bien implanté. Je dirais que pour nous, d'une certaine manière, c'est quand même le niveau le plus avancé, à mon sens, où il faut aller aujourd'hui. Parce que je ne crois pas que IBM soit un niveau de maturité tel qu'on puisse y aller d'une manière un peu aveugle. Bon. Avec SDN, on est quand même passé d'un système donc d'administration et d'intervention manuelle, dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il était quand même très rudimentaire, à un système quand même plus sophistiqué, vous voyez, fondé d'une certaine manière sur, on va dire, des intentions qui viendront avec le IBM, mais déjà avec SVN, on commençait à voir apparaître les embryons de cette évolution des IBM. Bon, là, vous avez un peu le positionnement donc IBM par rapport donc au réseau. Alors, je viens donc finalement au sujet donc majeur de cette présentation, c'est les grandes fonctions donc IBM. Alors, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais j'insiste encore là-dessus. IBM, c'est vraiment l'évolution, c'est l'implémentation, donc l'évolution donc du concept SDN de perception logicielle. C'est un long cheminement qui a permis donc d'arriver à IBM. Alors, c'est l'ultime étape, en tout cas, ça nous est présenté comme ça, des réseaux dits programmables. Et donc, l'idée étant que plutôt que d'intervenir, je dis au réseau, voilà ce que tu dois faire, débrouille-toi pour le faire. Alors déjà, il faut qu'ils comprennent, et deux, qu'ils soient capables de s'adapter par eux-mêmes. Mais IBM, c'est ça, c'est la description des intentions. Et d'ailleurs, l'idéal, effectivement, ça devrait être ça. Je dis comment doit se comporter donc le réseau, et le réseau se débrouille. Mais là, on n'y est pas encore, parce que entre les intentions et la réalité physique, on va dire des acteurs des réseaux, il y a quand même aujourd'hui donc pas mal donc de différences. Il faut donc que les équipements actifs s'adaptent, répondent et comprennent à une stratégie comportementale qui sera définie donc d'une manière non contrainte en termes de syntaxe, c'est-à-dire que je vais m'exprimer avec, si possible, un langage. Je vais dire, voilà, je veux que mon réseau, eh bien, je vous montrerai un exemple un petit peu plus loin, je veux que mon réseau se comporte de telle manière. Et je veux pouvoir exprimer ça de telle manière avec un langage qui, si possible, ne dépende ni de Cisco, ni de Juniper ou de personne d'autre. Je veux utiliser donc un outil qui soit indépendant, on va dire, des fournisseurs. Ce qu'aurait dû être normalement Nemo, mais ce qu'il n'est pas. Alors, un réseau IBM est capable d'effectuer 4 natures donc de tâches. D'abord, il prend en compte le quoi, c'est ce dont je viens de vous parler donc à l'instant. Le quoi, c'est-à-dire une recommandation, ce qu'on peut donc appeler une policy, ou si vous préférez, donc une stratégie de haut niveau. Vous voyez, on lui dit, stratégie de haut niveau, c'est pas de dire je ferme le port numéro 4 du switch de telle adresse IP, c'est pas ça. Je lui dis, je veux que mon réseau se comporte de telle manière. On est vraiment dans le quoi, mais je ne lui dis pas comment je fais. C'est le quoi et pas le comment. Bien. Le deuxième chose, c'est la traduction. Traduction donc de ces intentions, intents, donc les intentions, on va dire en action réseau. Et il faut que cette traduction soit entièrement automatique. Il ne faut pas qu'on puisse intervenir. Okay. D'où l'intérêt, encore une fois, donc des langages.
Troisième opération, c'est la fonction assurance. La fonction assurance, c'est la surveillance permanente du réseau par la récupération de données qui sont émises tout naturellement, des données télémétriques qui sont émises par les équipements actifs, aussi bien pour les lignes que pour les routeurs ou pour les switches. Et donc, en fonction, bien entendu, de ce qui va remonter, mon IBN doit être capable, sans intervention des utilisateurs qui se contentent simplement de définir une intention, eh bien, mon IBN doit être capable de mettre en place une stratégie qui aura été décrite de manière à pouvoir pallier à un inconvénient qui serait apparu à un moment donné. C'est ce qu'on appelle donc la fonction assurance, qui est la troisième fonction. Et puis la quatrième, c'est le fait que là, on va faire des corrections, donc on va des corrections automatiques. C'est-à-dire que on ne doit plus intervenir. Les équipements actifs doivent répondre à une stratégie qui est bien précise. Non seulement dans la phase précédente, j'ai fait remonter des valeurs de télémétrie pour pouvoir réagir, mais systématiquement, je vais contrôler, vérifier, et si jamais il y a des anomalies, en particulier en termes de sécurité, je dois pouvoir le faire. En sécurité, par exemple, la différence qu'il y a avec l'assurance, c'est que l'assurance, je vois remonter un problème de blocage d'une liaison. Saturation, par exemple. Ça, c'est ce que va contrôler donc l'assurance. Mais le quatrième niveau que la correction automatique, c'est qu'il est possible qu'il y ait à un moment donné une faille qui ait été découverte dans le système d'exploitation qui équipe tel routeur. Eh bien, cette faille, il faut l'apporter. On n'attend pas d'avoir un problème pour apporter la correction. Donc, c'est pour ça que je fais le distinction entre la correction et l'assurance. Bon. Et on entre donc, enfin, c'est ce qu'on espérait en tout cas, directement maintenant dans les IBM avec on va dire des fonctions d'autogestion, hein, des fonctions d'autocorrection. Et c'est là, grâce on va dire, des algorithmes d'IA, et c'est là où vraiment, là, on a quand même mis le bouchon peut-être un peu trop loin par rapport à nos besoins. Alors, de l'intention, donc le sujet majeur donc on va dire la présentation, puisqu'on parle d'IBM, hein, c'est donc je m'exprime par une intention. Vous allez voir que des fois c'est assez folklorique, hein, puisque je vais vous montrer un exemple un peu plus loin où on se sert non pas d'un langage, mais d'un chatbot. C'est-à-dire une question-réponse comme on les a sur notre téléphone. Et donc, le système est capable d'aller récupérer les informations dans les différentes questions et réponses, mais ça peut être autre chose. Hein. L'idéal que j'ai entendu quelques fournisseurs qui étaient déjà là, disent que on doit être capable de s'exprimer naturellement avec un langage, alors en anglais ou en français, on s'exprime naturellement pour exprimer l'intention, plutôt que on va dire, de saisir on va dire une instruction d'un langage ou quelque chose d'un peu plus formel, sans être un langage de programmation, pour traduire l'intention, eh bien, je peux très bien m'exprimer, voilà, et puis le système devra détecter ce que je dis, sortir les éléments les plus importants de la phrase que j'aimais et ensuite fait son travail. Donc voilà, c'est que finalement, on devrait ne plus intervenir, plus du tout. Enfin, faut quand même pas rêver. Hein. Alors, les fonctions, donc, on va dire les fonctions le contrôleur IBM, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, il assiste le niveau d'intention pour distribuer donc les configurations et donc collecter l'état, le statut donc du réseau. Et quand j'entends par configuration réseau, c'est donc les contrôles d'accès, c'est la gestion de la bande passante, c'est les ajustements, par exemple, liés à la qualité de service. Je veux maintenir une qualité de service et éventuellement intervenir sur les priorités d'usage mettons sur les liens, hein, les contraintes de sécurité, la surveillance et pourquoi pas la consommation d'énergie. Ça, ce sont donc on va dire, ce sont les configurations donc réseau. C'est une configuration donc de ce que l'on veut donc imposer. Ce contrôleur IBM, il est responsable donc de la distribution harmonieuse des intentions et des configurations qui en découlent par ce que je viens de dire sur le réseau.
Et donc c'est à lui de faire en sorte, de manière la plus déconnectée possible et le plus haut niveau possible, que tout ça soit distribué harmonieusement. Il perçoit l'état du réseau depuis le niveau réseau, on va dire le niveau south, le niveau sud, et il fait remonter les données donc au niveau intention, c'est-à-dire le niveau nord. Il va également allouer et optimiser donc les ressources réseau qui vont être perçues donc de différentes manières. On aura peut-être un SDN, même très probablement, hein, mais on peut avoir aussi des systèmes basés sur NFV, par exemple, qui est des fonctions de virtualisation du réseau, ou alors NGN, c'est une perception des réseaux qu'on appelle les réseaux de prochaine génération. Bon, tout ça, ça peut rentrer donc dans le tuyau et donc doit être compatible avec les IGN et les IBM. Et en plus, l'IBM doit être capable de gérer donc les conflits et il va maintenir le comportement du réseau à un niveau conforme aux intentions. Car c'est ça le problème. C'est que quand tout va bien, c'est pas la peine de se casser la tête, mais quand ça va moins bien et quand il y a des difficultés, des soucis, il faut pouvoir intervenir et si possible de la manière la plus simple. Moi, j'ai vécu des moments de panique épouvantables, par exemple avec des systèmes de refroidissement des mainframes IBM tombés en panne. Alors, vous savez, en quelques secondes, la température monte à la température du soleil. Hein. Alors, évidemment, tous les réseaux étaient impactés. Alors, il n'était pas question de se faire une réunion pour décider de ce que l'on va faire. Hein. Alors là, il faut réagir en temps réel. C'est vrai que si vous avez un outil qui permettrait de réagir tout au moins déjà de faire les choses les plus vitales, les plus indispensables, ça vous soulagerait énormément. Et d'ailleurs, j'ajouterais un point important, c'est que pour moi, un IBM, ou même la version donc précédente, SDN, eh bien, est, on va dire, indissociable ce qu'on appelle les PCA, les plans de continuité d'activité. Un PCA, c'est quoi? Dans quelles conditions mon réseau ou mon système peut tomber en panne et comment je fais pour maintenir une activité ad minimum? Les deux sont très liés. Et vous savez comme moi, d'ailleurs, que la grande majorité des systèmes dits de PCA et de reprise d'activité ne valent rien parce qu'ils n'ont pas été correctement, donc, on va dire, testés. Alors, je vous ai mis ici quelques solutions, finalement. Hein. Donc, les plateformes, il y a des plateformes intégrées qui font ça très bien, telles que Cisco, hein, le DNA dont je vous parlais à l'instant, c'est 24% du marché mondial, ça. Donc, c'est pas rien. Mais c'est des solutions Cisco. Et puis, il ne faut pas demander à Cisco de faire le lit de ses concurrents. Hein. Bon, il y a les commandes individuelles qui restent toujours là, hein, donc, qui peuvent dépendre donc, des équipements actifs. Et il y a des langages donc, de haut niveau, et entre autres donc, Nemo que je vous ai indiqué. Et puis, vous avez des outils de traduction, on va dire, d'intention. Et c'est un exemple, c'est l'UMI, LUMI, qui est une, on va dire une étude, enfin une espèce de projet qui a été présenté il y a quelques années déjà, hein, et dans lequel vous trouvez donc en particulier l'université Purdue University, donc américaine. Et ils ont fait quelque chose qui était intelligent, en tout cas très original, et dont je vais vous parler. Alors, la traduction donc des intentions, voilà un exemple. Alors, ici, vous avez donc un réseau avec plein de choses, des routeurs, des serveurs, et puis vous avez des serveurs donc de messagerie, et vous avez également des imprimantes et vous avez des scanners. L'intention, ça sera par exemple, les imprimantes et les scanners ne peuvent communiquer qu'avec les serveurs de messagerie. Bon, on va s'en servir autrement. Eh bien, l'intention sera donc traduite en une succession d'actions. Un, par exemple, hein, grouper les imprimantes et les scanners dans un groupe groupe, et assigner les serveurs de messagerie dans un autre groupe qui sera le email server group. Vous voyez, donc, on regroupe les serveurs de messagerie dans un groupe, la même chose pour les scanners et les imprimantes. On crée une règle. Ça, c'est issu donc de l'intention. On crée une règle pour permettre au printer group de communiquer donc avec le groupe de serveurs. Ensuite, on crée une règle pour interdire au printer group de communiquer avec tout autre groupe. Très bien.
On gère, quatrième chose, on gère le trafic vers et en provenance donc de Printer Group pour s'assurer que l'intention est bien respectée en termes de performance réseau. Ça aussi, c'est une traduction en action pour le réseau. Et si jamais il y a des problèmes, des violations de ces règles, eh bien, elles remontent automatiquement à l'intelligence centrale dont on dit qu'elle est artificielle, en tout cas donc à l'opérateur. Donc on va, vous voyez, c'est ça les IBN. J'ai donc des systèmes où je me contente simplement d'exprimer une intention et lui va se débrouiller en fonction de ce qu'il voit du réseau. Et bien comment traduire ça? Et comme je vous le disais il y a un instant, il y a plusieurs façons donc de le faire, soit avec des systèmes totalement intégrés tels que DNA, donc groupe de chez Cisco, voire avec des langages, vous voyez. Et IBM se situe au-dessus de la mêlée, puisqu'il apporte donc, on va dire, une composante d'intelligence artificielle. Bon. Je vous ai même mis, vous voyez ici, donc un workflow donc de fonctionnement, comment se traduit donc une traduction de l'intention donc en action. Hein. Vous avez ici le détail, depuis la saisie des... Alors vous avez les utilisateurs et puis les trois niveaux de l'IBN, les trois niveaux avec le contrôleur au milieu, le northbound au-dessus, les intentions, et puis vous avez le sud avec le niveau réseau et les équipements actifs. Et vous voyez exactement comment ça se passe et comment tous ces gens-là communiquent entre eux pour respecter donc une intention qui aura donc été indiquée. Vous voyez, saisie des exigences métiers avec l'intention. Vous voyez, au niveau intention, qu'est-ce qu'il fait? Il crée une instance réseau pour son problème, il crée une instance intention, il alloue, il fait une association donc des services avec les intentions, et il récupère les paramètres de configuration, il envoie ça au niveau de contrôle qui lui-même l'envoie donc au niveau réseau. Le niveau réseau valide la configuration et ça remonte. Voilà. Et tout ça, c'est expliqué ici. Je veux dire, c'est pas compliqué, c'est même à la limite très banal, hein. Mais la difficulté, ça sera de savoir est-ce que je mets de l'intelligence ou pas. Ça devrait marcher. Un SDN marche déjà comme ça. Mais maintenant, est-ce qu'on a besoin d'intelligence artificielle? Ça, j'en suis beaucoup moins convaincu. Alors, la programmation. Alors, la programmation, je vous disais que c'était l'espérance. On espère toujours pouvoir s'exprimer avec un langage donc de haut niveau, et lui va donc se débrouiller ensuite pour traduire ça donc en action réseau. Donc c'est un métier, c'est un langage. Alors le langage MEMO donc pour Network Modeling donc de l'IETF, c'est un projet qui remonte à 2014 pour la programmation de ces intentions. Et donc, il s'applique, comme je vous le disais, uniquement donc à la NBI, c'est au niveau donc utilisateur et intention, et pas avec la SBI. Alors, c'est un langage de supervision qui se contente donc d'émettre des requêtes, les fameuses intents, vers le contrôleur SDN, puisque je vous disais que le SDN fait partie finalement de l'architecture IBM en général. Et donc, ce SDN se charge, lui, de s'interfacer donc concrètement avec les switches, les routeurs et puis les points d'accès. Quand on regarde la programmation de ce truc, hein, la syntaxe de Nemo, elle est très simple. Enfin, très simple. Vous avez une quinzaine d'instructions, vous avez quatre commandes, quatre commandes réseau. C'est node, link, la policy, flow. Vous avez 6 commandes de communication avec le contrôleur SDN, connect, disconnect, transact pour une transaction, commit, hein, pour revenir éventuellement à une situation antérieure, ou flow, qui présente en fait les propriétés spécifiques sur lesquelles il va falloir donc intervenir. Bon, alors le node, c'est une entité capable d'effectuer un traitement sur les trames émises. Le concept de link, lui, il décrit la connectivité entre deux nœuds, alors que le flow concerne en fait un flow de trames qui partagent un certain nombre d'éléments communs, tels que des adresses IP, des ports ou des protocoles. Voilà, ça c'est le langage, donc le langage Nemo. Et je vous ai mis ici un exemple, un petit exemple pas très compliqué. Hein. Alors vous avez ici donc un petit peu une architecture, on va dire, de ces différents concepts, avec la partie comportementale et on va dire la partie intent, hein, les intentions, et puis la partie ressources proprement dit, c'est-à-dire le southbound. L'intention, c'est quoi? Condition de fonctionnement d'un réseau entre le siège d'une entreprise et l'une de ses agences
en indiquant ce que devrait être la bande passante au réseau en fonction de l'heure. C'est un programme qui a été fourni par l'IETF. Et voilà le script donc de Nemo. Alors, vous voyez, Nemo script. Alors, vous avez Node, on déclare une branch. Node headquarter, donc ça concerne donc le siège ici. Vous avez un lien tunnel. Vous exprimez avec une syntaxe qui n'est pas tellement différente de celle d'un langage de programmation traditionnel. Sauf qu'il faut l'apprendre. Alors, si on pouvait l'éviter et dire simplement, dis donc Coco, ça t'ennuierait pas de faire en sorte que la bande passante soit contrôlée entre le siège et puis les agences, et puis tu te débrouilles derrière pour faire le travail, évidemment, ça m'arrangerait. Et c'est ce qui était bien à l'origine, donc, des systèmes IBM. Voilà donc un exemple. Alors, je vous donne un autre exemple que personne ne connaît, qui avait été présenté il y a quelques temps, donc, lors d'une conférence technique Usenix, donc qui est une conférence très technique. Hein. Alors, c'est Lumai. Lumai, c'est une interface à la fois de haut niveau pour interpréter donc des besoins instantanés comportementaux, donc des intentions, et c'est également un langage, Niley. Niley pour les traduire, hein, c'est un petit peu la même idée, sauf que là, il y a vraiment deux choses différentes. Alors, il est composé, c'est intéressant parce qu'il est composé de 4 modules et avec des choses qui sont très originales. C'est pour ça que je le présente ici. D'abord, les extractions des intentions à partir d'un dialogue de type chatbot. Et vous le voyez ici en bas. Alors, c'est un petit exemple que vous pourrez regarder tranquillement. Hein. Une question-réponse avec Luma. Il te pose des questions, je réponds. Il m'en pose d'autres, je réponds. Et après ça, il se débrouille pour retirer des réponses que j'aurais faites pour sortir finalement un formalisme de l'intention qui répondra exactement au problème. C'est ça. Alors c'est une solution, moi je ne pense pas qu'elle doit être généralisée, mais enfin elle est quand même intéressante, au moins par son originalité. Ensuite, il fait un assemblage donc, des intentions, il confirme ses intentions, un peu d'ailleurs de la même manière que dans la stratégie donc Nemo. Et donc Niley, c'est donc un langage, une sorte de langage naturel, je vous en montre un exemple ici à droite, avec des niveaux d'abstraction suffisants pour être indépendant des spécificités techniques des réseaux et ne pas être dépendant donc d'un langage propriétaire. Alors, c'est ce que vous avez ici, par exemple. Vous avez un exemple, c'est l'exemple d'une intention Niley. Alors c'est en anglais, alors je vais traduire en français, donc ajouter un pare-feu et un détecteur d'intrusion depuis la passerelle, depuis la gateway, vers le back-end pour le client B, avec au moins 100 mégabits par seconde de bande passante et qui n'autorise que le seul protocole HTTPS. Voilà. Alors Lumai ne connaît que l'anglais. Hein. Et bien voilà en quoi c'est traduit. Vous avez ici donc une traduction Niley, donc de Lumai. Hein. Vous voyez, vous avez une instruction define de l'intention, from, to, for. Voilà. On retombe un petit peu là-dedans. Alors, je l'ai présenté parce que il n'y a pas beaucoup de solutions qui existent aujourd'hui sur le marché. Et si un jour on devait, j'allais presque dire contraint et forcé, aller vers des solutions IBM, si on n'a pas un langage qui nous simplifiera la vie, langage de suffisamment haut niveau pour être indépendant donc des fournisseurs, je pense qu'il ne faut pas y aller. Parce que sinon, j'ai trop de souvenirs, on n'en sort pas. D'ailleurs, je vous montrerai à la fin de cette présentation un commentaire savoureux d'un utilisateur devant cette technologie. Et il est tout à fait d'accord donc avec moi sur ce point. Je vous ai mis ici, parce qu'il faut quand même être complet, hein, les différences qu'il y a entre un SDN et un IBM. Hein. Bon, j'ai rappelé les fonctionnalités du contrôleur IBM, ça on en a déjà parlé. Puis vous avez ici une comparaison entre un réseau traditionnel, comme on fonctionnait auparavant, un réseau de type SDN, et puis maintenant un réseau IBM avec le modèle que fait le contrôle, hein, le modèle de contrôle, le niveau d'automatisation, la gestion des stratégies, la surveillance et assurance, etc. On peut prendre par exemple le modèle de contrôle. Un réseau traditionnel, eh bien, le contrôle il est basé sur les devices, sur les équipements.
Et on va dire le niveau de contrôle est très faible, hein, il est vraiment limité donc à une configuration manuelle, alors que sur un réseau SDN, on a un plan de commande centralisé qui lui est programmable, et donc le réseau IBM, lui en termes de contrôle, il est basé sur des intentions fondées elles-mêmes sur l'intelligence artificielle, sur des algorithmes. Donc je vous ai comparé tout ça en reprenant un très bon travail qui a été fait par un dénommé O'Malley, donc je l'ai rappelé ici. C'est un moyen, on va dire, de positionner donc les choses. Vous savez, le fait de rester sur SDN, c'est pas pour autant qu'on va nous traiter de terroristes, hein. Il vaut mieux éviter, tout au moins dans l'état actuel de la technologie, éviter de trop s'embarquer dans ce qui n'est pas encore extrêmement, on va dire, confirmé, hein, technologie de type IBM. Les acteurs du domaine, vous les avez ici. Alors, ils ne sont pas très bavards, hein. Bon, le plus connu, c'est donc Cisco, hein, avec 24% donc, du marché. Derrière lui, il y a Juniper, donc Juniper qui a donc été racheté par HP, HP il y a pas longtemps, hein. Puis vous en avez d'autres, hein. Vous avez Pluribus, vous avez Arista, vous avez Aruba, qui lui-même d'ailleurs a été racheté par HP, hein, par Hewlett Packard, Huawei, Fortinet. Ça, c'est les principaux. Vous me direz, il n'y a rien d'étonnant. Là, on ne voit pas donc de nouveaux venus qui se seraient fait remarquer sur sa technologie IBM. Bon, mais au moins, c'est intéressant d'avoir une liste on va dire, des intervenants potentiels. Avantages et inconvénients. Alors ça, par contre, c'est important, parce que si on a à un moment donné à argumenter, parce que la direction, elle, hein, c'est ce que dit d'ailleurs le commentaire un peu plus loin, la direction, elle va être subjuguée par ça. C'est un moyen de se débarrasser des gens de la production. Donc ça va coûter moins cher. Alors il faut quand même leur dire les choses telles qu'elles sont. Alors les avantages, c'est vrai, IBM, sur le papier. Sur le papier. Gestion de réseau simplifiée. Plus grande rigueur grâce aux stratégies et règles donc, qui sont définies en amont. Il y a moins d'erreurs liées aux interventions humaines. Tant mieux, moins il y en aura, mieux ça vaudra. Une plus grande adaptabilité, c'est-à-dire on peut effectuer donc des changements en temps réel sans intervention et sans participation donc d'un administrateur. Le déploiement des services est démontré, ça. Déjà, c'était démontré avec SDN, mais c'est démontré qu'avec IBM, ça va beaucoup plus vite. Et comme on est toujours pressé, c'est toujours pour la veille au soir, donc on est bien content d'avoir un outil comme ça. On serait bien content. La sécurité a été améliorée, c'est vrai, parce que le IBM surveille en permanence donc le réseau, c'est ce que je vous avais dit, hein. Il détecte les failles, hein, c'est la dernière partie donc des fonctions donc du contrôleur. Voilà. Et on peut donc, si vous voulez, puisqu'on est libéré, on peut donc se consacrer beaucoup plus à la surveillance, à la stratégie globale, éventuellement à la modification des intentions, c'est-à-dire ce qui fait appel normalement à notre intelligence. Car on ne peut pas me dire le contraire, mais la vérité, c'est quand même que nous sommes beaucoup plus intelligents que les algorithmes qui vont être équipés, que va équiper donc un équipement actif. Donc les équipes sont libérées pour se consacrer à des stratégies plus globales. On a un meilleur usage des ressources qui sont donc déployées, mieux utilisées. On n'est pas obligé de chaque fois rajouter des choses sans arrêt. Vous savez qu'il y a près de 25% des serveurs dans les grandes installations qui ne servent à rien. Tout ça parce qu'on a installé une application, alors on a mis un serveur de plus. Alors c'était le serveur de test. On a rajouté, puis finalement on s'est dit bon bah on va prendre l'application, on la laisse sur le serveur de test. Simplement on connecte le serveur de test sur le réseau qui devient un serveur actif. Bon, ça permettra, disons, d'avoir un meilleur usage donc des ressources déployées et réduction des coûts opérationnels, ça c'est vrai, et réduction donc des risques de non-conformité. Bon, maintenant, j'attire votre attention sur ce point parce qu'il est vraiment fondamental. C'est très complexe, la complexité du déploiement initial. C'est ça le problème numéro un. C'est-à-dire qu'en fait, c'est compliqué. Le démarrage, hein, et donc ça va décourager tout le monde. Et c'est une bonne chose d'ailleurs de le décourager, parce que c'est très lourd, très compliqué, ça demande beaucoup de formation et ça coûte une fortune. Donc complexité du déploiement initial, hein, le démarrage. Nécessité d'investir dans la mise à jour des infrastructures, parce que
On n'est pas nécessairement à un niveau pour chacun des équipements actifs nécessaire et suffisant pour pouvoir héberger donc ces systèmes. Le mode IBM alors, manipule beaucoup de données, entre celles qui sont des données télémétriques, mais également des données, on va dire presque personnelles. Est-ce on ne s'aventure pas là dans un domaine un peu dangereux? Je vous laisse bien sûr la réponse. C'est l'intégration avec des systèmes existants qui peut être très délicate. Et des fois, ça marche bien. On se dit pourquoi ma direction veut absolument que je mette ça en place. Hein. Le mode IBM, en plus, ne peut pas tout faire. Et dans la pratique, on s'aperçoit qu'il est souvent très difficile de trouver un bon équilibre entre ce que va prendre en charge l'IBM et ce qui restera en l'état, sans que tout ça se marche trop sur les pieds. C'est pas simple. Et puis la formation, eh bien, elle peut s'avérer très délicate. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, pour la simple raison que la production a été traitée donc en parent pauvre des TI, et il arrivera bien souvent que la marche à franchir pour quelqu'un, pour un opérateur qui n'a pas fait de formation depuis 10 ans, pour aller vers un IBM, eh bien, elle s'avérera trop haute. Et donc, il sera frustré et ça se passera très mal. Donc, mais j'insiste bien sur la complexité du démarrage initial. Ça, par contre, c'est quelque chose de très, très délicat. Alors, moi, mon point de vue, hein, je vous le dis, hein, mon point de vue, c'est qu'il ne faut pas y aller et je vais essayer de vous dire pourquoi. Alors, je vous donne ici, bien entendu, les fournisseurs, si vous les écoutez, ils vous disent « Mais non, il n'y a pas de problème, ça marchera très bien. J'ai dîné avec votre directeur général et lui, il est tout à fait de mon avis. » Hein, c'est souvent comme ça. Alors, les arguments qui sont présentés pour, bon, on les connaît, hein, les contrôleurs IBM vont devenir indispensables pour libérer les usagers des tâches courantes, interventions humaines, donc, qui vont devenir rarissimes, je peux l'espérer. Les IBM ne poseront aucun problème avec des technologies émergentes 5 et 6G, ce qui n'est pas tout à fait faux par contre là. Les IoT et puis les architectures, on va dire, découpées ou décentralisées de type Edge, hein, les aspects sécurité qui deviennent très sensibles. On peut penser que seule une infrastructure de ce type, et le directeur général en est convaincu, permettra donc de réagir donc rapidement. Et donc, pour toutes ces raisons, eh ben, il faut y aller. Sauf que on est, chers amis, dans le monde des très grandes entreprises. On n'est pas chez le fournisseur, chez le boulanger ou le charcutier du coin. C'est pas ça. Même franchisé, on n'est pas dans des PME. On est dans des très grandes structures. Alors, à quoi peut servir une technologie qui finalement ne concerne qu'un certain nombre de privilégiés? Simple question que je pose. Bien. Et maintenant, je vais vous dire pourquoi aussi il faut être très sceptique. Alors, je pense qu'une technologie n'a de chance d'être adoptée que si elle répond à 6 critères. Le premier, c'est le marché existe. Et là, en l'occurrence, pour les IBM, le marché est très spécifique, je viens de le dire, ne concerne les très grands. Les entreprises moyennes n'ont pas adopté l'idée, donc on ne peut pas parler véritablement de référence. Deuxième critère, les prestataires se sont investis, surtout les plus importants. C'est vrai, on les a vus un peu avant. Sauf qu'ils implémentent en général des solutions qui sont souvent marquées, on va dire, de composants propriétaires. Donc c'est vrai, ça va marcher. Mais je deviens, on va dire, dépendant d'un fournisseur. Vous voyez, et ça, c'est pas bon. Hein. Il faut toujours poursuivre l'indépendance par rapport à eux. Troisième critère, c'est qu'une technologie ne peut avoir de possibilité d'exister donc demain si elle peut s'appuyer sur des standards clairs et surtout les plus importants en tout cas. Or, moi ce que je constate, hein, c'est que c'est pas vrai. C'est pas vrai pour IBM. Il n'y a pas de standard vraiment clair. Alors, il y a des petites choses. Hein, je vais pas être totalement négatif, mais c'est pas suffisant. Hein, on a vu l'échec donc de Nemo. On est encore, on va dire, au niveau du laboratoire hein, à ce niveau-là. Alors, on parle également, quand la technologie ne remet pas en cause fondamentalement, plutôt les architectures existantes. C'est vrai.
Mais je vous rappelle que le ticket d'entrée est très élevé et qui va donc décourager les plus motivés, surtout si il faut s'intégrer dans quelque chose de vraiment d'existant. C'est plus facile si vous démarrez de zéro. Bon, elle se justifiera également si elle apporte des progrès mesurables en termes financiers et opérationnels. Alors ça, je vous assure que ça reste à démontrer, et donc il faudrait avoir, bien que la technologie existe depuis plus de 10 ans, il faudrait quand même avoir une expérience, on va dire, opérationnelle plus longue, qui nous permettrait quand même d'avoir un avis un petit peu plus, un peu plus normal, quoi. Aujourd'hui, on est quand même encore sur des suppositions. Et donc, la technologie aussi, eh bien, elle est mise en œuvre par les équipes en place sans remise en cause de leurs compétences. C'est pas vrai. Et connaissant les équipes de production, eh bien, quand elles voient arriver ça, elles se sauvent en courant. Bon, donc, alors maintenant, pour terminer mon propos, sur un ton un peu d'humour, si vous le voulez bien, hein, bon, on voit bien que le concept de IBN, malgré on va dire, les rodomontades des fournisseurs, ne suscite pas donc un enthousiasme débridé de la part des usagers. Bon, la plupart estiment d'ailleurs qu'il s'agit d'une idée qui existe depuis longtemps, mais elles confondent un peu SDN donc avec IBN. Hein. Bon, elle ajoute quand même que simplement on a ajouté une couche d'intelligence artificielle, ce qui est vrai. Le commentaire suivant, alors j'ai pris un commentaire, je l'ai repris in extenso, j'ai pas changé une virgule, ça résume bien à mon avis la perception des mécanismes IBN, mais aussi le décalage qu'il peut y avoir avec la direction. Alors, je le présente ici de façon in extenso, hein. J'ai rien changé, sans correction, et je dois vous dire que le correcteur orthographique a dû être hospitalisé d'urgence, il était très mal à la suite de ce qu'il a vu. Et ce que dit cette personne, je ne sais pas qui, hein, les réseaux auto-réparateurs, réseau IBM, c'est un truc dont j'entends beaucoup parler en ce moment, et la direction, elle pige rien. Ça ne m'étonne pas. Ils entendent ça et ils se disent qu'ils n'auront plus besoin d'ingénieurs réseau et qu'il y aura moins de temps d'arrêt, mais c'est juste une forme de routage basée sur des règles ou de l'automatisation intégrée à l'environnement. C'est pas faux, c'est pas faux. C'est des trucs qui existent déjà en quelque sorte et même là, l'autoréparation, ça ne veut pas dire que tu mets juste un petit contrôleur d'intelligence artificielle et que c'est bon. Tu as besoin aussi de chemins redondants et d'infrastructures. Sans ça, tu pourrais investir des millions pour y arriver selon la taille de ton organisation et de tes exigences. En plus, certaines choses ne devraient pas être simplement auto-réparées. Il a raison. En fonction de ce que c'est du système. Tu ne peux pas faire redémarrer un port qui flanche sans enquêter sur le pourquoi, la raison pour laquelle il a flanché. Hein. Et tu pourrais aussi introduire encore plus d'arrêt en faisant un truc comme ça. Alors pour lui, c'est un truc. Je trouve ça savoureux, tellement c'est vrai. Et il faut vraiment être dans le monde de la production hein, pour se rendre compte à quel point c'est exact. Il parle un langage qui est juste. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les IBN. Bien entendu, vous trouverez sur Internet des tas de présentations dithyrambiques sur ces merveilleux outils qui vont être aidés donc par l'intelligence donc artificielle. Je vous invite au prochain webinaire qui aura lieu le 28 novembre donc prochain. On va s'intéresser aux techniques de découpage. Alors pour les images, pour les textes, etc., ce qu'on appelle la tokenisation et la fabrication des bases de données vectorielles par la phase dite de embedding. Bon. Voilà ce que je voulais donc vous dire. Oui, pour une fois, pardonnez-moi, hein, c'était un tout petit peu négatif, hein, mais bon, de temps en temps, il faut être comme ça. Cette présentation sera donc disponible dès aujourd'hui sur notre site, hein, nous, et elle le sera sur notre chaîne web, hein, normalement, dès demain matin, donc à la première heure. Laissez-moi vous remercier pour votre attention. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai donc avec le plus grand plaisir. Merci infiniment et à la prochaine.